Comment et pourquoi Steve Bannon veut faire éclater l'Europe? C'est un article ERTV, alors je le relaye pas forcément parce que je suis d'accord, mais parce que je trouve le sujet passionnant et ça met en relief les grandes tendances géopolitiques actuelles, bien que tout ce qui n'est pas déclaré dans les médias, qu'il soit officiel ou alternatif, n'est pas forcément vrai. Donc je fais appel à votre esprit critique, sachant que aux États-Unis, il y a une lutte titanesque entre le pouvoir en place de Trump et le Deep State, donc le pouvoir, l'État profond. Et sachant que, en principe, personne ne veut faire éclater l'Europe, les nationalistes d'autant plus, c'est plutôt une organisation structurelle et une passation de pouvoir qui pourrait avoir lieu, et ça ne plaît pas du tout à l'État profond européen. C'est bien pour ça qu'ils hurlent à la lune à l'heure actuelle. Comment Steve Bannon veut conquérir l'Europe? Titre France Inter. En fait, Steve ne veut pas conquérir l'Europe, ce titre n'a aucun sens. Le vrai sens de son action ou de ses actions bilatérales est justement de faire éclater l'Europe, qui n'a pas besoin de lui pour ça, en profitant du renouveau nationaliste qui enfle dans tous les pays touchés par la crise migratoire, ou plutôt l'invasion migratoire programmée par l'oligarchie mondialiste, sans oublier la crise économique et l'orage financier qui vient. Bannon veut accélérer l'éclatement de l'Europe pour pouvoir redonner encore plus de pouvoir aux Américains sur ordre de Donald Trump. Car ne nous y trompons pas, l'Union européenne est le premier concurrent économique des États-Unis, devant la Chine, qui n'est pas un concurrent économique au sens premier du terme. C'est un sous-traitant surpuissant, mais un sous-traitant. Trump ne veut qu'une chose, conserver le leadership économique mondial en affaiblissant l'Europe afin de traiter de manière bilatérale avec tous les grands pays qui l'intéressent et qui forment l'ossature de l'Union européenne. La France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni. C'est fait, nous dit l'auteur. Alors je ne sais pas si le Royaume-Uni s'est senti un jour déjà impliqué véritablement dans l'Europe, ou est-ce que c'est factuellement plutôt le 51e État des États-Unis, la Belgique, etc. Voilà pourquoi les Autrichiens, complètement américanisés depuis 1945, et les Hongrois s'en fichent. Alors ça, nous avons une vision franco-française de l'extérieur. Attention, branchons notre esprit critique. Disons que c'est un avis sur ce qui se passe. Ça peut être intéressant. Surtout, Viktor Orban, c'est une chose. C'est l'Union européenne et plus précisément l'Allemagne qui fait travailler la Hongrie, pas l'Amérique. En détricotant l'Union européenne, le couple Trump-Bannon, Bannon n'a jamais lâché Trump, ni Trump-Bannon, ces deux fiefés voyous travaillent de concert depuis le début, espèrent reprendre l'avantage que l'Amérique a logiquement perdu depuis la mondialisation des échanges. Les relations économiques sont de plus en plus multipolaires et il est de plus en plus difficile aux États-Unis de s'imposer, d'imposer leurs produits. Donc là, sous couvert de dénoncer certaines choses, on nous explique clairement qu'effectivement, les États-Unis ne s'effondrent pour l'instant pas, mais en tout cas, il y a une passation de pouvoir d'un monde hégémonique à un monde multipolaire, dans lequel les États-Unis ont quand même toute leur place, mais sous une autre forme. Le monde change, les BRICS avancent, la carte du Proche-Orient a du mal à obéir aux intérêts américano-israéliens, la Chine refuse la hausse des droits de douane américains, les deux Corées s'entendent sur le dos des Chinois et des Américains, la Russie a fait depuis Poutine un bond géopolitique, c'est la fin des 20 glorieuses américaines, de 1989 à 2018. L'Empire vacille. L'ironie de l'histoire, selon l'auteur, c'est que c'est un Américain d'origine hongroise, George Soros, qui finance en partie l'invasion migratoire en Europe, qui arrange bien les intérêts américains, en l'occurrence ceux du couple Trump-Bannon. C'est à se demander si ces trois oiseaux ne travaillent pas de concert
contre la vieille mais encore très riche Europe, qu'ils ne demandent qu'à piller. Pour info, ces deux zones économiques majeures ont un niveau de produit intérieur brut, PIB, équivalent 19 390 milliards pour les États-Unis et 17 308 milliards pour l'Union européenne. Mais pour 446 millions d'habitants, 511 avec le Royaume-Uni, dans l'Union européenne et 316 millions aux États-Unis. Je cite: Au global, en 2012, les comptes publics de l'Union européenne à 28 s'avèrent plus équilibrés que notre partenaire américain. Le déficit public européen se monte à 3,9% du PIB et la dette à 85% du PIB, malgré une nette augmentation durant la crise. Donc c'est une dette, c'est une moyenne, bien sûr, on ne parle pas de la Grèce ni de la France, etc. Les États-Unis affichent, eux, un déficit de 8,3% de leur PIB et une dette à 103% du PIB, chiffre officiel, attention, tandis que le Japon fait encore pire, 10,1% de déficit public et une dette à 238% du PIB. On dit souvent que le Japon, c'est un petit peu la marionnette des USA depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. En 2013, l'Union européenne affiche une balance commerciale excédentaire pour les biens comme pour les services. Enfin et surtout, l'économie de l'Union européenne est plus égalitaire que celle des États-Unis, avec des disparités de revenus relativement modérées, d'après le journal La Croix de 2014. Alors nous avons sur cette carte les PIB comparés des trois grandes zones économiques. Finalement, l'Europe, malgré sa faiblesse politique et son inexistence géopolitique, entretenue à dessein par ses adversaires, dont l'Union américano-israélienne, demeure la première puissance économique du monde. Alors là, pareil, quand on lit entre les lignes, on lit que la politique européenne, c'est-à-dire la gestion des économies des États divers d'Europe, eh bien cette économie est très largement bridée par une influence géopolitique, géostratégique qui vient des États-Unis et d'Israël. Je cite: L'Union européenne ne compte que 7% de la population mondiale, mais ses échanges commerciaux avec le reste du monde représentent environ 20% du volume total des importations et exportations mondiales. Alors là, on joue un petit peu entre le poids de la population de certaines zones géographiques, donc de certains pôles du nouveau monde multipolaire, et le poids économique. Donc, c'est pas tout à fait pertinent, je trouve. C'est vraiment une façon d'orienter le discours. L'Union européenne est le principal exportateur mondial, représentant 15,4% de toutes les exportations, devant la Chine, 13,4%, et les États-Unis, 10,5%. Les États-Unis sont demeurés de loin la principale destination des biens exportés depuis l'Union en 2011, suivi de la Suisse, de la Chine et de la Russie. Source Géopolis 2011. Alors là, c'est pareil, c'est pas très parlant puisqu'on sait que d'un point de vue des produits manufacturés, de l'agroalimentaire, eh bien les États-Unis nous déversent complètement qui ont leur. C'est peut-être un petit peu moindre en provenant des États-Unis vers l'Union européenne, mais on ne peut pas comparer à cette hauteur-là les faits, il faut être beaucoup plus précis dans les analyses. C'est surtout que les Américains veulent faire exploser l'Union européenne. Derrière le soutien au nationalisme européen de Bannon, il y a un calcul américain bien concret. Donc ça, c'est l'avis de RTV qui est très intéressant. En dessous, on a des extraits de Sputnik News et de RT France. A plus.